Bonjour à tous, bienvenue. Bruno Bernstein et moi-même, Denis Baudouin, dans toute l'équipe des Finatis, vous souhaitons la bienvenue à ce point mensuel de gestion. On est le 10 octobre 2024 et on a beaucoup de sujets à couvrir ensemble. Commençons tout de suite par cet avertissement désormais connu par cœur de tous. Non, plus sérieusement, d'abord les performances pour nos fonds en action au cours du mois de septembre. Ces performances sont bonnes dans l'ensemble, à part sur la zone Europe en gestion discrétionnaire de croissance, le marché européen ayant été un peu moins fort que les marchés américains le mois dernier. Alors, Finaltis Titan, action mondiale de croissance résiliente, plus 1,2% en septembre, portant la performance à 6,3% depuis le début de l'année, 5,7% de hausse sur le fonds européen de croissance Finatis Europe Sélection, avec une légère baisse de 0,60% sur le mois de septembre, et un fonds sur la surcroissance digitale mondiale qui affiche plus 20,6% à la fin septembre, notamment grâce à un mois de septembre justement à plus 4,5%. 4,5% également sur Finaltis Gold, notre fonds investissant sur les minières aurifères mondiales les plus gérés le plus sereinement, on va le dire comme ça, SFDR 8, plus 22,3% depuis le début de l'année à fin septembre. Et enfin, notre fonds quantitatif exploitant la prime de faible volatilité, en d'autres termes, investissant sur les entreprises dont les actions sont les moins volatiles dans la zone euro, plus 16,6% depuis le début de l'année, plus 1% sur septembre. Donc, comme je le disais, les marchés en septembre, de ce côté-ci de l'Atlantique, légèrement haussier, plus 1% pour l'Eurostoxx, plus 2,1% sur le pour 500, plus 2,6% sur le Nasdaq. Si on fait un focus à hier soir, donc au 9 octobre, une date qui m'est chère parce que c'est ma fête. Voilà, donc moins 0,6% sur le début du mois d'octobre, la première décade d'octobre pour Finaltis Titan. La performance reste quand même très solide à plus 5,6% depuis le début de l'année, plus 5,2% depuis le début de l'année, avec moins 0,5% sur le mois d'octobre, le début du mois d'octobre, et un bon plus 2,6% sur la première décade d'octobre qui emporte la performance depuis le début de l'année à plus 23,8% sur Finatis Digital Leader. Vous avez ici sur nos fonds en gestion fondamentale et discrétionnaire le prix que nous acceptons de payer en moyenne pour nos titres, donc un peu plus de 20 fois de PE, 20 fois le PE, 20 fois les résultats, donc en PE pour Finatis Titan, 30 fois sur Europe Sélection et 38 fois pour la surcroissance digitale. Sur Finaltis Gold, plus 18%, donc un léger repli en début d'octobre, un léger à l'échelle de ce qui se passe d'habitude sur les minières aurifères, moins 3,6% et moins 1,5%, ce qui ramène la performance à plus 15% depuis le début de l'année sur Finaltis Fusion de Beta. Un début d'octobre contrasté, puisqu'il est négatif de ce côté-ci de l'Atlantique et légèrement positif de l'autre côté, avec un Nasdaq qui là encore va plus fort et va plus vite que le SP500 et plus 1,1% sur le début octobre. Alors, on va aller très vite sur la situation des fonds au sein de leur univers concurrentiel, au sein de la base Cantalis. Il y a plus de 1700 fonds qui font de l'allocation flexible mondiale comme Finaltis Titan, une nette surperformance depuis la création, il y a un peu plus de 8 ans de Finaltis Titan, puisqu'on a 14% de plus de performance que la moyenne de la catégorie. Et sur Finaltis Europe Sélection, donc fonds PEA, action européenne, un très solide plus 42% sur les 8 dernières années cumulées par rapport à la moyenne de sa catégorie Cantalis, des actions européennes, et puis des actions mondiales. Le fonds Finaltis Digital Leader les surperforme sur les 8 dernières années de 84%, un une très solide surperformance. Un petit mot sur les taux. Donc, ça, c'est le graphique du mois dernier. Voilà, on attendait impatiemment qu'il se passe quelque chose sur la courbe blanche, c'est-à-dire celle de la Fed. Et vous voyez que Jérôme Powell nous a servi 50 BP de détente monétaire. Voilà, donc c'était plus que ce que le consensus espérait. Mais surtout pour nous, c'est le début d'un cycle de
détente de taux d'intérêt. Vous voyez sur cette courbe blanche, après 14 meetings de suite de resserrement monétaire qui, bien sûr, donne des rendements au placement sans risque très élevés, ce qui constitue un vent de face pour toutes les autres classes d'investissement, qu'il s'agisse de l'immobilier, du private equity et bien sûr des actifs cotés. On voit que le mouvement est enclenché puisque première baisse des taux en septembre après 4 ans on est au début c'est un point de pivot puisque vous voyez qu'au travers du dot plot, donc l'outil de pilotage et de transparence de la Fed, où chaque point jaune représente un des gouverneurs de la Fed anonyme, qui dit anonymement donc l'endroit où selon lui devrait être positionné le taux directeur de la Fed pour les prochaines années. On a eu un chiffre à 14h30 aujourd'hui, le CPI, un chiffre très important qui peut avoir une influence significative sur ce que décidera la Fed avant la fin de l'année, c'est-à-dire le scénario central, c'est plutôt 2 baisses des taux voilà, ou une seule si jamais on devait avoir un nouveau chiffre d'inflation très, très élevé. Celui-là était moyen, on va dire, puisque le consensus attendait 2,3% d'inflation sur l'année glissante et on est à 2,4. Mais dans le même temps, on a eu des chiffres de l'emploi qui montraient que les demandes d'allocation étaient en hausse, donc un chiffre plutôt expansionniste sur l'inflation, un chiffre plutôt récessionniste sur l'emploi, ce qui fait que le marché ne bouge pas énormément sur ces 2 chiffres très importants. Alors, les marchés, revenons-en, c'est notre matière première, bien sûr, donc en commençant par ce très bel indice qu'est le Standard & Poor's 500, des plus belles valeurs, enfin des principales valeurs américaines cotées, très diversifié en principe, mais l'est-il toujours autant diversifié cet indice? Alors, on va le dire tout de suite, plus autant qu'avant, clairement, à l'exception de la période au début des années 90, au début des années 2000, de la bulle Internet, eh bien, on a aujourd'hui une concentration sur un seul secteur qui est très importante, qu'on a très très peu connue par le passé, avec 35% sur le secteur des valeurs technologiques. En moyenne, depuis 1990, le premier secteur, qui n'a pas toujours été celui des technologiques, n'a jamais représenté plus de 20% de cet indice. Donc on est sur quelque chose qui est de nature exceptionnelle dans l'histoire du SP 500. Alors, c'est dû, bien entendu, à la surcroissance de ces valeurs technologiques d'une manière générale. Et cette surcroissance qui est déjà extrêmement importante, vous l'avez ici sous les yeux, en termes de poids dans l'indice en relatif, puisqu'on est passé de moins de 20% à plus de 40% quelque part. Mais ça doit intégrer le fait que il y a eu au cours de ces 10 ans moments où 2 grandes valeurs à chaque fois de ce secteur technologique, enfin 3 valeurs la deuxième fois, 2 valeurs en 2018, Meta et Alphabet qui ont été sortis du secteur technologique au sens du S&P 500 pour rejoindre le service de la communication. Et puis en 2022, Visa, Mastercard et PayPal qui ont rejoint les secteurs de la finance. Donc si on avait conservé ces valeurs, on aurait un poids encore de ce secteur de la technologie plus important encore. Et si on regarde au niveau des titres, eh bien c'est encore entre guillemets plus concentré puisque 3 géants de la technologie à eux seuls, Apple, Microsoft et Nvidia, représentent 20% à eux seuls du SP500, ce qui représente l'équivalent du poids des 362 actions qui sont entre guillemets en queue, mais c'est une queue très longue d'indices. Voilà, donc vous avez 362 actions d'un côté, le même poids que les 3 premières. Et si vous regardez ce qu'elles représentaient, les 3 premières actions, il y a 10 ans, eh bien, c'était moins de 7% de l'indice, dont 2 étaient technologiques. Aujourd'hui, sur les 10 plus grandes, on est à 37,5%, donc pratiquement 40%, avec 7 sur 10 qui sont des entreprises technologiques. Alors, de façon tout à fait logique, dans la variation et les performances donc, du SP500, ces 10 premières capitalisations ont une contribution de plus en plus importante, un poids de plus en plus important. Et on le voit ici
sur une échelle de temps un peu plus longue. Si on regarde ce qui se passe, on voit qu'effectivement, ce qui est en bleu clair ici apporte de plus en plus par rapport au reste de l'indice, explique, dit autrement, de plus en plus de la performance de l'indice. Et si on prend une année très difficile, qu'on a encore tous en tête, avec une remontée très forte des taux en 2022, donc très négatif pour les actions, hein, le vent de face dont parlait Bruno précédemment, face à ces valeurs de croissance, eh bien, les 10 premières capitalisations en 2022 expliquaient 58% de la perte du SP500. Bon, dans ce contexte-là, il est quand même difficile de continuer à parler d'une véritable diversification. Une tendance qui s'est encore amplifiée à partir de novembre 2022. Novembre 2022, c'est l'arrivée de l'IA de manière concrète pour tout un chacun au travers de ChatGPT qui a encore amplifié cet effet de concentration. On le mesure très bien quand on compare le S&P classique, donc pondéré par capitalisation, au S&P équipondéré, le SPW, Equal Weight, qui de juin 2004 à novembre 2022, vous voyez que la performance était très comparable. Bon, il faut dire que ce sont deux animaux qui, par définition, se ressemblent beaucoup puisqu'ils sont composés des mêmes valeurs. Et à partir du 30 novembre, on voit la plus grosse surperformance historique du S&P classique, donc celui pondéré par la capitalisation, par rapport à l'équipondéré. Et ça signifie tout simplement que les titres les plus gros de l'indice, ceux qui représentent le plus de capitalisation, ont encore écrasé leurs 495 copains plus petits. Et ça a des effets induits qui sont un peu compliqués pour l'investisseur en tracker S&P classique qui pense acheter un panier très diversifié. En fait, il achète essentiellement 10 sociétés. En tout cas, il a 40% de son investissement sur 10 sociétés qui sont toutes quasiment technologiques avec un PE moyen, qui est un PE de valeur technologique, c'est-à-dire très proche de 30 fois, et les 490 autres sociétés ont en moyenne, ça ne veut pas dire qu'il y en a certaines qui ne valent pas plus de 30 fois, mais en moyenne ont un PE de 18 fois. Donc on mélange vraiment des torchons et des serviettes, si j'ose dire, et surtout avec des pondérations voilà. Et exactement, avec des pondérations, voilà, un semi-remorque de pommes avec derrière un petit un petit panier de poires. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de continuer à dire que le S&P est finalement la manière la plus neutre, la plus directe d'acheter l'économie américaine dans son ensemble. La réalité, c'est qu'on achète plutôt 10 valeurs. Et beaucoup d'investisseurs sont étonnés début août que le S&P tombe presque aussi vite que le Nasdaq. C'était une période un peu compliquée sur les marchés, mais en fait, vous avez l'explication sous les yeux. Le S&P est devenu un indice de valeur technologique. Alors, procédons maintenant à une revue de détail, hein, et on va se concentrer, Bruno et moi, sur nos 4 fonds investissant sur les actions de façon discrétionnaire en totalité ou en partie avec le fonds Cantamontal sur l'or. En commençant par Finaltis Titan, donc un fonds qui investit sur les grandes valeurs de croissance mondiale, de croissance résiliente, une croissance entre guillemets sereine, sans mauvais jeu de mots, avec des valeurs qui, lorsqu'elles ont besoin d'émettre, ou quand elles émettent tout simplement, même si elles n'en ont pas besoin, puisqu'elles émettent à bon prix, puisque leur rating est excellent. C'est pourquoi de l'autre côté de l'Atlantique, ce type de valeurs, on a plutôt tendance à les appeler les investment grade equity, donc les actions qui ont un bon rating. Alors on les paye un peu quand même, puisqu'on les paye 21 fois les résultats de l'année, mais ça nous semble, chez Finaltis, un prix tout à fait, un prix moyen, tout à fait intéressant, alors ce qui ne nous exonère pas d'une étude approfondie de chacun des titres et d'une exigence, à la fois évidemment de résultats opérationnels et puis de qualité des bilans et de qualité des barrières à l'entrée, etc., qui sont mises en place au profit des investisseurs. Comme tous nos fonds actions, il est SFDR 8. On a été très actifs le mois dernier
Exactement. On a vendu une ligne qu'on tenait depuis pas mal de temps sur PepsiCo, qui n'a pas démérité, mais on pense qu'il y a mieux à faire aujourd'hui, notamment sur les 5 titres que vous voyez sur la gauche de votre écran, qu'on a repondéré, dont on a augmenté le poids dans le portefeuille, à chaque fois pour des raisons différentes, mais plutôt profiter dans l'ensemble d'une baisse, d'un drawdown en bon français qu'on subit ces Hmm. titres, alors qu'ils sont au cœur de la qualité qu'on affectionne dans ce fonds. Donc Ferrari a baissé récemment, c'est rare que Ferrari baisse de 10%. On profite pour commencer une ligne, c'est un titre sur lequel on travaille beaucoup en aller-retour. ASML a eu une baisse plus sévère de près de 30%, avec le petit vent de panique, on va dire, cet été, avec le débouclement du carry trade, voilà, qui nous a offert un mois d'août très compliqué et très volatile. Airbus aussi, on attire votre attention sur voilà, ce titre de, de grande qualité, selon nous, qui a baissé quand même de 25%. Airbus, c'est un acteur dans un duopole qui devient, avec les problèmes Hmm. de Boeing, de plus en plus un monopole. Voilà, et donc c'est un titre qu'on aime beaucoup, au-delà du fait qu'il soit un fleuron de l'industrie française. Alors, sur le mois, il y a pas mal d'écarts entre les meilleurs et les moins bons. C'est un mois qui a été en hausse, comme vous l'avez vu, donc les Hmm. contributions à la hausse sont plus importantes. C'est assez inhabituel, Alibaba et Tencent qui se sont glissés parmi les 5 meilleures contributions, tout simplement parce qu'il y a eu un mouvement très puissant en Asie avec des annonces de plans de relance chinois qui fait que ces titres ont pris à peu près on fait à peu près le même parcours que le Hang Seng, l'indice hongkongais, qui a pris 35% en quelques séances. Et on a toujours les biens de consommation qui sont un peu faibles. Et Tesla qui se distingue malgré une position de moins de 3% hein, dans Finaltis Titan, avec une contribution de 48 centimes. Il faut dire que Tesla multiplie les annonces qui plaisent aux investisseurs. D'abord des immatriculations en Chine qui sont sur la bonne pente et des annonces aujourd'hui, en l'occurrence, hein, une date très attendue puisque l'annonce robotaxi devait se faire en août et ce sera aujourd'hui. Hmm. Et bien sûr, c'est Tesla est la société la plus avancée sur la conduite autonome. Est-ce que ce sera opérationnel dans 6 mois ou dans 2 ans? On n'en sait rien, mais on sait que Tesla sera le vainqueur de cette révolution. Alors, un petit focus sur ASML, vous verrez qu'on s'est renforcé sur ce titre dans tous nos fonds discrétionnaires. Le raisonnement, vous le voyez en bas à droite, en fait, sur les 5 dernières années, vous voyez là le PE, donc c'est pas le graphique boursier, hein, c'est la valorisation du titre, donc c'est le prix divisé par le bénéfice par action. Et il n'y a pas si longtemps, il fallait débourser 40 années de BPA pour se payer une action ASML. Aujourd'hui, à moins de 30 fois, on peut devenir actionnaire de ce joyau néerlandais qui avait été vendu de manière dédaigneuse par sa maison mère, Philips. Et aujourd'hui, ASML, vous imaginez, vaut beaucoup plus que Philips, puisqu'on est largement au-dessus des 200 milliards de market cap. Alors après, les valeurs mondiales de croissance résiliente, parlons de surcroissance mondiale pilotée par les différentes thématiques du digital. On a évoqué évidemment tout à l'heure en parlant du SP500 de cette rupture qu'a représentée novembre 2022 avec la prise de conscience par les investisseurs de la généralisation potentielle et des perspectives de l'intelligence artificielle avec l'apparition de ChatGPT. Digital Leader investit sur ces valeurs du digital, sur des valeurs leaders du digital, des valeurs rentables. C'est une façon, à notre avis, là aussi sereine, là aussi confiante et résiliente d'investir sur cette surcroissance. Alors, on les paye un peu plus cher parce qu'il y a plus de croissance que dans Titan, à peu près 32 fois les résultats.
On est à plus de 20% depuis le début de l'année, pratiquement 23% hier soir, avec un mois de septembre à plus que 7,5. Là aussi, on est S&P 8, ce qui veut dire qu'on intègre dans le processus d'investissement les éléments extra-financiers. C'est très important, surtout dans ces milieux où l'innovation est majeure et la nature même de ce qui est extra-financier est un peu particulière, donc ce qui nécessite une analyse très approfondie. On est parfois en avance sur les réglementations et parfois au seuil de ce qui est éthiquement possible. Donc on est vraiment très attentif à ces sujets-là, puisqu'on est convaincu que cette capacité à détecter notamment les controverses en ESG, d'une manière générale et particulièrement dans la digitalisation, est une source profonde de valeur ajoutée, ce qui nous permet aujourd'hui, vous le voyez dans les chiffres, de même devancer le Nasdaq cette année, ce qui est très difficile. Alors, on a été là aussi très actifs. Exactement. Donc, on devance le Nasdaq grâce à quatre valeurs. Une sur laquelle on s'est allégé, que vous avez sous les yeux, Palantir. Une deuxième qui est Netflix, sur laquelle on s'est allégé aussi, compte tenu du parcours très, très impressionnant. Et Spotify et Tencent. On va dire que c'est quatre titres et qui ne font pas partie des Magnificent Seven, des titres les plus gros aux États-Unis. Ce sont les paris très forts qu'on a exprimé dans ce fonds qui explique que sans avoir des pondérations très élevées, on n'aime pas les pondérations à 8-9% chez Finaltis, on croit beaucoup à la diversification, ce qui explique, ces quatre paris expliquent qu'on arrive à battre le Nasdaq 100 de quasiment 300 BP. Voilà, et excusez ce petit numéro rapide d'autopromotion. On a acheté également du Adobe et du ASML sur le mois. Voilà, le portefeuille, vous voyez que dans les meilleurs countries, il y a un petit air de famille avec Finaltis Titan, même si on a affaire à deux fonds très différents, puisque là, on a 100% de valeur technologique et sur Titan, nous n'en avons que 20%. Donc des pondérations tout de même plus fortes sur Tesla, Baba, Tencent. ASML a continué à baisser. C'est un titre qui est assez volatile, mais on pense qu'on est aujourd'hui pas loin d'une base. Voilà, et Tesla qui nous rapporte au niveau de la VL du fonds 1,18%, ce qui est assez considérable. Vous voyez qu'elle se glisse, elle n'était pas dans le top 3, mais comme une grande, elle se glisse dans le top 3. Donc on va là aussi, il y a en permanence du contrôle de risque, de l'écrêtage, etc., pour pas laisser filer se retrouver avec des poids trop élevés. Mais le travail de gestion, c'est aussi de pas couper les ailes aux oiseaux qui s'envolent. Voilà, de laisser quand même les titres s'exprimer à un minimum. Et Tesla, on l'a bien laissé s'exprimer sur le mois. Alors, un point rapide sur Amazon. Amazon est au cœur de la gestion de Finaltis. On a acquis un niveau de confiance sur le management, sur le business, sur les barrières à l'entrée qui est très fort. On aime beaucoup cette société parce qu'elle est très diversifiée. Elle est bien sûr leader du cloud, mais le business retail commence à fournir beaucoup de marge. On a tous les produits Amazon Basics, hein, vous en avez peut-être déjà acheté, qui sont des produits à très bas prix, marque de distributeur. C'est un énorme succès partout dans le monde. Et une logistique, bien sûr, qui est absolument incroyable. Ils traitent, pour l'anecdote, ils traitent 1,6 million de colis par jour, et pas de colis en totalité. Juste les 1,6 million, ce sont juste les retours de colis de clients qui souhaitent renvoyer ce qu'ils ont acheté sur Amazon parce que la taille est pas bonne, parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Et voilà, c'est dans le monde du digital, il faut avoir de la très bonne logistique parce que dans le monde du physique, il y a 10% des clients qui ramènent le produit parce que finalement, il leur plaît pas. Dans le monde du digital, il y a 30% des produits qui reviennent et Amazon arrive à gérer ça de main de maître au point même que sur les produits les moins chers, souvent vous aurez le plaisir de voir qu'Amazon vous en fait cadeau en disant bah écoutez, on va s'économiser à tous un retour et gardez donc ce stylo ou ce câble. Voilà, on vous l'offre de bon cœur, ce qui est toujours bien pour la satisfaction client.
Alors revenons plus précisément en Europe, où il y a des belles valeurs de croissance résilientes ou de surcroissance, pas nécessairement digitales. On a ici en Europe des entreprises qui sont leaders mondiales, des titans bien sûr, et aussi des entreprises qui ont vocation, nous le pensons, à devenir de futurs titans, et avec leur centre de décision basé en Europe complètement tourné vers la captation de cette croissance mondiale qui est forte, malheureusement moins sur notre continent, mais en tout cas globalement forte. Une légère baisse sur septembre, mais une année, 9 premiers mois de l'année à plus 5,7%. Là aussi, un fonds qui était CFDR8 avec intégration des critères extra-financiers et des bilans, on le voit sur la droite, extrêmement solides. Alors, c'est le fonds sur lequel nous avons été le plus actifs ce mois-ci, pas en achat ou vente sèche, mais en allègement et renforcement. Donc, les allègements sur la droite, on ne va pas tous les passer en revue, et les renforcements sur la gauche. Vous voyez que décidément, ASML, c'est un peu l'idée du mois chez Finaltis. Mais on en a remis dans tous les fonds discrétionnaires de notre gamme. Voilà le portrait robot du fond. Donc, on peut s'étonner de voir Spotify. Ça fleure bon le Nasdaq, hein, mais c'est une société luxembourgeoise. Donc, vous êtes bien sur un fonds PEable, il n'y a pas de problème. Spotify et Accenture sont des sociétés qui sont intégrables dans des fonds européens. Une parce elle a son siège au Luxembourg, et l'autre parce qu'elle a son siège en Irlande. Voilà, Novo Nordisk est toujours en tête de notre portefeuille, même si sur le mois, le titre nous a coûté. On a une pondération importante sur ce titre, mais c'est un très gros contributeur, une magnifique histoire de croissance. Il y aura juste un point de vigilance, bien sûr, avec les élections américaines, où on sait que Donald Trump s'est déjà exprimé sur le fait qu'il n'était pas un grand fan du remboursement par la Sécu américaine, ou je Mmh. dirais les systèmes Assurance. d'assurance américains, un grand fan du remboursement des molécules faites en Europe. Voilà, donc il préférait, en bon protectionniste, favoriser Eli Lilly, qui a des molécules qui font le job, on va dire, pour faire simple. Voilà, donc le fonds aujourd'hui pâtit tout de même, on en dira sans doute un mot le mois prochain, de la décote France. Vous voyez que dans le top 10, il y a pas mal de fonds français. On est Mmh. français, on aime la France, donc on est moins français que beaucoup de fonds européens aujourd'hui. On est vraiment, voilà, une Europe diversifiée, mais vous voyez que dans le top 10, L'Oréal, Air Liquide, Dassault Systèmes, LVMH et Silor, ça fait pas mal de France. Et aujourd'hui, la France, que ce soit sur les marchés obligataires, on emprunte aujourd'hui plus cher que le Portugal, on emprunte Mmh. quasiment au niveau de la Grèce. Donc bon, c'est un peu triste, on va le dire comme ça. Et du côté equity, c'est compliqué aussi, puisque au moment de la fameuse décision de dissolution, un écart très fort s'est créé entre le CAC 40 et beaucoup d'indices. Alors bien sûr, ne parlons même pas du Nasdaq, mais rien que l'Eurostoxx, on est quasiment aujourd'hui à 9% d'écart entre le Mmh. CAC et voilà, donc Depuis le début de l'année, oui. depuis Mmh. le début de l'année, Mmh. donc c'est considérable. Et malheureusement, le gouvernement Barnier ne ramène pas la confiance sur les marchés. En tout cas, c'est les chiffres qui parlent, puisque ce spread ne se referme pas pour l'instant. Alors, un point justement sur une très belle française, L'Oréal. Donc, c'est un titre qui est aujourd'hui un peu fâché, on va dire, avec certains investisseurs qui se disent que décidément, il est temps de quitter le navire L'Oréal. C'est pas du tout ce qu'on pense. C'est vrai que 3 ans de surplace, c'est un peu long. C'est un titre qui a subi de plein fouet la hausse des taux, puisque vous voyez que la croissance du chiffre d'affaires de L'Oréal, bon, 2022, il y a du rattrapage aussi post-Covid, etc. Mais je dirais le rythme de croissance normatif d'un titre comme L'Oréal au niveau du chiffre d'affaires, c'est plutôt du high single digit en bon français. Voilà, mais donc c'est un titre qui a vu son
price-earning ratio se faire compresser dans cette hausse de taux. Et L'Oréal, c'est un titre qui régulièrement se payait largement au-dessous de 35 fois. Aujourd'hui, vous pouvez acheter du L'Oréal 30 fois. Alors, c'est vrai que sur 3 ans, rendement négatif, hein, moins 7%, moins 2% si on rajoute le dividende quand même, qui nous a été payé sur 3 ans, mais ça fait un rendement annualisé quand même de moins 1% sur 3 ans. C'est pas brillant. Mais en bourse, comme souvent, il faut bien travailler ces fenêtres temporelles et ne pas tirer trop de conclusions de la fenêtre temporelle de 3 ans et extrapoler à partir de ça, puisque si on prend une autre fenêtre qui est 2010-2021, donc les 10 années qui ont précédé cette période de 3 ans qui n'est pas très brillante boursièrement pour L'Oréal, on arrive sur des rendements annualisés hallucinants qui sont de 18% par an. Hein, pas 18% sur la période, bien sûr, 18% annualisés par an. Donc, on va dire que la Ferrari L'Oréal a ralenti, hein, clairement, mais le compte de résultat est toujours là. Nous, bien sûr, on ne garderait pas des yeux de chimène pour L'Oréal si on ne voyait pas dans le compte de résultat toujours les mêmes tendances que celles qui avaient porté le cours à des croissances du cours de boursière absolument superbe. Voilà, donc encore un peu de patience, les taux vont baisser et on pense que L'Oréal va rattraper son retard. Alors, terminons cette revue de nos fonds investis en actions avec Finaltis Gold. Finaltis Gold, donc investissant sur les minières aurifères dans le monde, avec un processus d'investissement original et performant, un processus qui intègre, là encore, les critères extra-financiers. Ce n'est pas évident de les intégrer dans le monde de l'extraction minière et de la diffusion de l'or, car comme on peut l'imaginer, il y a de nombreux enjeux de toute nature extra-financière pour cette industrie. Alors, on a fait le choix d'éliminer les entreprises qui avaient trop de leviers, une mauvaise gouvernance ou des risques trop prononcés en la matière, qui avaient trop de dettes aussi, puisque regarder l'extra-financier ne nous interdit pas, au contraire, de regarder le financier également. Et ça marche, puisque pour la deuxième année consécutive, ce fonds a été désigné en France comme le meilleur sur 5 ans dans cette catégorie d'investissement sur les minières aurifères. L'année est très propice à cette thématique. On est en hausse de 22% depuis le début de l'année, avec un mois de septembre qui est comme le reste de ce début d'année, enfin de ces 9 premiers mois, positif. Alors l'once d'or s'est appréciée, bien sûr. C'est une tendance sur laquelle fait fond cette gestion, mais ça ne suffit pas. On a également des valeurs de belle qualité. Alors quelles sont-elles? Ce sont des valeurs qui géographiquement sont très nord-américaines, il ne faut pas s'en cacher, ou australienne et anglaise. Pourquoi? Parce que des entreprises avec une gouvernance, avec tout l'intérêt qu'on peut avoir pour ces cultures, mais enfin une gouvernance kazakh, c'est un peu moins rassurant, on va dire, a fortiori une gouvernance russe qu'on ne peut pas du tout envisager, qu'une gouvernance canadienne ou une gouvernance américaine ou australienne. Voilà, donc sans grande surprise, vous retrouvez dans ce portefeuille qui compte à peu près une quarantaine de valeurs, et bien entendu des minières strictement aurifères, puis également des minières qui peuvent être sur d'autres métaux, sur l'extraction d'autres métaux précieux, comme la 8e position, Pan American Silver, donc une minière argentifère. On peut avoir également de l'extraction de palladium et de platine. À titre de diversification également, vous pouvez avoir, comme vous le trouvez en 7e position dans le portefeuille, une minière généraliste qui a une très grosse activité aurifère. C'est le cas de Rio Tinto ici. Et j'attire votre attention sur la 10e position, Franco-Nevada, qui est une entreprise extrêmement intéressante de royalties. C'est un portefeuille de royalties d'extraction minière, donc lui-même une diversification assez intéressante. J'oserais dire presque un book d'options sur les minières. Voilà, donc Finaltis Gold, on ne fait pas un focus sur une minière aurifère. On va vous évoquer ce qui est à notre avis une des tendances lourdes et sous-jacentes qui portent ce secteur et qui porte probablement un potentiel toujours fort de croissance de la valeur de l'or. Il y en a plusieurs de ces facteurs expliquant la solidité de l'appréciation de l'or, mais on vous en propose une et on met en parallèle ici, plutôt en regard, la croissance très importante des réserves d'or. Alors celles-ci sont les réserves officielles, hein, telles que le World Gold Council les mesure, et on sait qu'il y a encore plus de réserves d'or en Chine. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez un début de réponse de l'autre côté. Vous voyez la décroissance de la détention chinoise de bons de trésor américains. Et ce que cherche à faire
Ce que cherchent à faire les Chinois, eh bien, c'est à transformer leur propre monnaie en monnaie d'échange et idéalement monnaie de réserve. Donc, ils visent une dédollarisation, disons-le les choses, dans le cadre de cette, on va dire, rivalité, pour rester poli, qui est en train de monter entre, d'un côté, les États-Unis, on va dire l'Occident, d'une manière générale, et la Chine et quelques alliés de la Chine. Ils sont très, très peu nombreux, hein, surtout pas ses voisins, qui sont dans cette logique de dédollarisation économique, de faire tomber de son piédestal l'économie et la monnaie des États-Unis. Alors, avant de nous quitter, on vous propose, Bruno et moi, juste un très rapide focus, une minute et demie, pour évoquer le fait que Finaltis gère, est une société de gestion des fonds, bien entendu. On parle très peu dans cette réunion des mandats dédiés que nous mettons en place au bénéfice d'investisseurs institutionnels ou d'investisseurs investisseurs privés systématiquement conseillés par des professionnels de l'investissement et qui nous font donc l'honneur de nous choisir pour nous confier des mandats sous quelque forme que ce soit, de comptes titres ou de fonds internes dédiés au Luxembourg qui sont extrêmement populaires. Et on peut s'interroger sur cette croissance, cette augmentation de la popularité de ces fonds internes déposés au Luxembourg qui n'a fait que croître depuis la dernière dissolution en France. Voilà, donc on fait beaucoup de fonds internes dédiés, de mandats dédiés pour des clients. On a récemment, je vous livre, on est vraiment dédié, puisque récemment, on vient de répondre à une interrogation d'un de ces investisseurs qui nous a demandé, toujours dans cet esprit de, j'ose dire le mot, de défiance, malheureusement, hein, on le regrette tous, pour notre pays qui souffre de multiples déficits et surtout, on peut dire, de cécité politique, de refus probablement de prise de conscience de la très grande gravité à long terme hein, de la situation de nos finances et peut-être même de la psychologie nationale en termes de perspective. Donc cette défiance se matérialise de la part de certains investisseurs par des demandes et on nous a demandé par exemple de fournir un portefeuille totalement investi, diversifié, mais totalement investi sur la Suisse. La Suisse qui est au cœur de l'Europe, mais qui est exactement le contrepoint de tout ce qu'on reproche à beaucoup de nos pays européens. Et malheureusement, comme l'a dit Bruno en parlant de la dette d'État, qui maintenant coûte plus cher à la France que la dette grecque, en tout cas que les investisseurs font payer plus cher à la France qu'ils ne le font payer à la Grèce ou à l'Espagne, eh bien, la Suisse, c'est l'exact contrepoint. Vous avez des excédents un peu partout, vous avez des politiciens qui sont à leur place et qui gèrent dans l'intérêt de la Confédération et pas de quelques castes au détriment du pays dans son ensemble et de son avenir. Et vous avez un certain nombre de questions qui sont éminemment, dont le traitement est éminemment intéressant ensuite. Donc en Suisse, pardon, on a monté un portefeuille pour ces investisseurs dédiés et on s'est aperçu en le proposant que ce portefeuille totalement dédié rencontrait pas mal d'intérêt au-delà et qu'en le suggérant par-ci, par-là, au détour de conversation, on s'apercevait que ça rencontrait beaucoup d'échos parce que cette défiance dont on parlait, elle est très diffuse, elle est parmi nous. Voilà. Alors, on le regrette ou pas, c'est un état de fait. Notre métier, c'est aussi de prendre en compte la réalité, c'est de refuser d'entrer dans cette espèce de déni de réalité qui appartient à une autre sphère, hein, pas la nôtre, la sphère de l'investissement, c'est les chiffres, les faits et la nécessité absolue de préserver cet argent qui nous est confié, ce capital qui est en fait ce travail agrégé qui nous est confié, avant tout de le préserver. Voilà. C'est notre mission chez Finaltis et on essaye le plus possible de nous y dédier. Voilà, au nom de toute l'équipe Finaltis, Bruno et moi vous remercions de votre attention, vous souhaitons une bonne fin de journée, vous donnons rendez-vous pour la date n'est pas encore fixée, mais la deuxième semaine de novembre pour notre prochain point Mancel. Bonne fin de journée. Au Merci. revoir.